Merci de choisir la télévision nationale congolaise pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Le vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères a conduit une délégation de 9 ambassadeurs récemment nommés auprès du chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des questions relatives à leur mission dans leurs différents pays d'affectation ont été évoquées au cours de cet entretien. Pierre Kibambe Somoïssa pour les détails. Récemment nommés et affectés à leurs postes respectifs, les ambassadeurs de la RDC en Pologne, au Qatar, au Ghana, au Libéria, au Canada, en Corée du Sud, en Russie, au Vatican et en Tanzanie ont été conduits ce jeudi 1er septembre auprès du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala. Les diplomates congolais ont d'entrée des jeux remercier le président de la République pour les choix portés sur leur personne. L'appel aux investisseurs, l'encadrement des compatriotes de la diaspora dans leurs différents pays ont constitué notamment les recommandations du chef de l'État, indique l'ambassadeur de la RDC en Pologne, Madame Clémentine Chakembo Kamanga. L'objet de cette rencontre était d'abord de le saluer et ensuite lui dire merci pour avoir porté son choix sur nous. Et par la suite recevoir ses instructions pour nos prochaines missions diplomatiques. Encadrer la communauté congolaise dans nos pays, relever le fait que la RDC est un pays solution pour nos minéraux et pour notre écologie. Nous devons aussi chercher les investisseurs pour pouvoir appuyer le développement de notre pays. Et il a cité quelques pays en exemple, par exemple la Corée du Sud, et le Qatar. Désenclavement des provinces de la République démocratique du Congo, le chef de l'État a reçu ce jeudi 3 gouverneurs de province du Haut-Lomami, du Tanganyika et celui du Kasaï central pour les grands travaux de construction des infrastructures routières. Pierre Kibambe Somoïssa pour les détails. Le développement du Haut-Lomami, du Tanganyika et du Kasaï central était au menu des entretiens que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec le gouverneur de ces trois provinces, reçus tour à tour à la Cité de l'Union africaine. Pour Madame le gouverneur du Haut-Lomami, Isabelle Yumba Kalenga, sa province compte beaucoup sur les grands travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 pour son désenclavement. La province du Haut-Lomami, c'est une province qui est enclavée. Et le besoin actuel, c'est désenclaver la province. Et nous sommes rassurés par les chefs de l'État et que bientôt, surtout cette route nationale numéro 1 qui tous nous importe, va commencer, les travaux vont commencer, on va lancer les travaux. Je rassure ma population que les chefs tiennent à tout prix relever ce défi de développer cette province du Haut-Lomami. Le développement, mais aussi la situation sécuritaire au Tanganyika ont été évoqués au cours des échanges du président de la République avec le gouverneur de cette province, Madame Julie Ngongwa Mwayuma. L'image que la province présentait, c'est comme s'il y avait de l'insécurité ou quoi. Et j'ai donné quand même des éclaircissements par rapport à ça. Il n'y a pas d'insécurité dans la province. Depuis que je suis arrivée, il y a du calme. La province est potentiellement riche. Il suffit seulement d'y mettre du sérieux. Et je pense que la province va décoller. Les travaux d'infrastructure, notamment sur la route Kalambambouji et le barrage de Katende, sont au centre de préoccupation au Kasaï central, déclare le gouverneur de province John Kabeya Shikai. Pour la route de Kalambambouji, nous venons de nous mettre d'accord avec l'autorité, le chef de l'État, que le 10, il sera à Kananga pour le lancement des travaux de Kalambambouji, qui est une route salutaire pour la province et pour l'espace Grand Kasaï. Katende, où en est-on? Les travaux sont toujours en arrêt. Qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, c'est comme ça. Nous avons échangé longuement avec le chef de l'État. Je pense que lors de son arrivée à Kananga, on a pu certaines solutions à trouver ensemble pour voir qu'est-ce qui reste à faire et puis qu'est-ce que nous allons faire. Et puis la solution sera trouvée sur place à Kananga. Conflit ethnique entre deux communautés, les Tekeleyaka à Kwamonte, chef-lieu de la province du Maïndombe. Le gouvernement réitère son appel au calme. Une mission gouvernementale vient d'être diligentée pour suivre de près cette situation. Pati Tondango, Marcel Moubenga sur les images de Bienvenue Salah.
Dans les territoires des Kwamout, l'heure est au rapport au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge de la mission dépêchée sur les théâtres d'opération dans la province de Maïndombe. Mission conduite sur le terrain par le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Kito, qui en a fait l'économie de la situation. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Premier ministre a constitué une délégation de 4 ministres qui se sont rendus sur place. Il se pose un problème de crise entre deux communautés, deux peuples, comme ils le reconnaissent eux-mêmes, qui ont toujours vécu des années et des années dans le calme, dans la tranquillité, dans l'amitié, mais qui subitement se sont retrouvés dans un conflit sanglant, un conflit qui a posé au jour d'aujourd'hui, en tout cas un peu plus de 30 morts à Kwamout. La délégation gouvernementale a dégagé quelques pistes de solutions pour restaurer la paix entre deux communautés en conflit sanglant, a écouté les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur pour mettre fin à ces désastres humains. Il est bon que la délégation se rende également à Kwango, plus précisément à Kenge, pour essayer de parler avec les responsables provinciaux, l'autorité traditionnelle, de manière à obtenir l'implication de chacun pour que ce que nous sommes en train de connaître à Kwamout ne puisse pas prospérer. Et pour s'arrêter, nous voudrions bien commencer par la sensibilisation. Entre-temps, nos services de sécurité et de défense sont instruits. La violence entre les deux communautés a débuté au mois d'août. À l'origine, la dispute foncière entre autochtones Teke et envahisseurs Yaka. Le gouvernement s'active à tout prix pour mettre fin à ces conflits meurtriers de mauvais goût. Il y a quelques jours de la rentrée scolaire édition 2022-2023 prévue ce lundi 5 septembre, le parent s'empresse à se procurer différentes fournitures scolaires. Au grand marché Zando par exemple, les vendeurs se plaignent du manque d'engouement des acheteurs contrairement aux années antérieures. Gaïta Mangalano. Quelques jours de la rentrée scolaire, telle que prévue par le calendrier, cartables, uniformes et ketch font carton plein dans le différent étalage du marché central Zando. Sur l'avenue Commerce, malgré le prix estimé au rabais par ses vendeurs, le client ne vient pas. Le rare qui ose discute jusqu'à arriver au prix d'achat auprès de fournisseurs. Nous avons baissé les prix de nos articles, mais les clients n'achètent pas. Pour cause, certains parents ne seraient pas encore payés. C'est lancé quinoa. Il n'y a pas d'argent. Malgré la liste longue de fournitures scolaires exigées par l'école, cette dame, accompagnée de sa fille, cherche de son mieux à répondre à ses obligations. Loin du marché Zando, précisément sur l'avenue Makanza, cette école s'apprête déjà à accueillir ses futurs et anciens élèves. Nous demandons aux parents d'envoyer les enfants. Nous sommes prêts pour les accueillir. Les jeux vont prendre fin. Le lundi, c'est le chemin de l'école. Ici, la gratuité d'inscription exigée par la tutelle reste d'application. Les professeurs seraient déjà en train de préparer le futur matière à dispenser. Nous parlons de la pédagogie, nous parlons de la discipline et nous parlons de l'administration aussi. Sauf changement de dernière minute, la rentrée scolaire édition 2022-2023 est fixée au 5 septembre 2020. Clôture à Kinshasa des travaux de la revue annuelle sur la performance à l'intention des personnels enseignants. Séance présidée par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Anastasie Dombo. Officiel. La rentrée scolaire 2022-2023 sera lancée le lundi 5 septembre à Kinshasa et non à Ngandajika comme initialement prévu. Annonce du ministre de l'EPST Tony Mwaba lors de la clôture des travaux de la table ronde à l'attention des écoles privées agréées. Nous avons engagé les ministères sous la politique du redressement du sous-secteur sur instruction du chef de l'État et la supervision du Premier ministre. Cette question ne concerne pas seulement les écoles publiques, mais aussi les écoles privées. Ce qui a été fait au cours de cette table ronde
et les résolutions ont été formulées. Nous allons passer maintenant à l'action pour améliorer, n'est-ce pas, la gouvernance dans ce secteur-là, pour obtenir une école privée de qualité. Le ministre a cependant déploré la nuisance sonore dont sont victimes certains établissements scolaires, tant privés que publics. Situation devenue monnaie courante, notamment à Kinshasa suite à la prolifération des bars et buvettes construits aux côtés des écoles. Tony Mwaba s'est engagé à lutter contre ces phénomènes au profit d'une meilleure éducation des enfants. Les écoles privées agréées sont donc invitées à faciliter et à organiser l'installation des comités des parents ainsi que ceux des délégués des enseignants sous l'encadrement des autorités provinciales. À cela s'ajoute l'identification de toutes les écoles privées et une mission de contrôle des contrats qui lie les promoteurs et les enseignants dans les établissements privés agréés. La qualité de l'enseignement a été vivement recommandée pour cette année scolaire. Au total, 11 professeurs ordinaires viennent d'être admis à l'Éméritat. Après plus de 25 ans, ces professeurs ont été honorés au cours d'une cérémonie d'hommage organisée en leur honneur par le recteur de l'université de Lubumbashi. Suivez ce reportage. Admis à l'Éméritat ont été célébrés à l'université de Lubumbashi ce 31 août. Des témoignages poignants des doyens des facultés d'appartenance de ces étoiles ont été livrés. Il s'agit pour le professeur Gilbert Kishiba, recteur de l'UNILU, d'exprimer au nom de la communauté universitaire sa gratitude pour leur apport précieux et multiforme. Cette cérémonie en leur honneur traduit notre volonté de leur témoigner notre incommensurable gratitude pour avoir servi avec persévérance, abnégation et résilience la nation congolaise. À travers leurs recherches menées avec courage et obstination, par le biais de leur enseignement, ils se sont inscrits dans les temps longs, ce terreau où germent les grandes œuvres. Le ministre provincial de la communication, Ars Kayumba, a au nom du gouvernement provincial rendu hommage aux émérites. Ces icônes ont ensuite arboré les toges et épitoges de leur rang, à la grande satisfaction de l'assistance et de leurs dévanciers, ici représentés par le professeur Donatien Diboué. Il faut d'abord féliciter l'université pour cette initiative et surtout le comité de gestion dirigé par le professeur Kishiba Fitoula. Il faut le féliciter parce que en fait c'est l'unique université qui célèbre ses professeurs émérites. En grève depuis le 6 juillet dernier, le syndicat national des médecins du Congo s'est finalement décidé d'approcher les porte-parole du gouvernement pour un échange et un dépôt de leur mémorandum. Suivez ce reportage. Une centaine de médecins regroupés au sein du syndicat national de médecins à l'assaut du cabinet du ministre de la Communication et Médias, venu déposer un mémo au ministre Patrick Muyaya en sa qualité de porte-parole du gouvernement. Nous ne sommes pas venus voir le ministre de la Communication, mais nous sommes plutôt venus voir le porte-parole du gouvernement pour lui présenter la situation que vivent les médecins actuellement. Obligé d'interrompre sa réunion avec l'ambassadeur coréen, Patrick Muyaya a adressé un message de réconfort à ses manifestants et les a promis de faire rapport au chef de l'État Félix Tshisekedi et au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Toutes vos revendications, ce n'est pas seulement le ministre de la Santé qui en parle, le président, le Premier ministre. Il y a 3 catégories qui sont prioritaires en dehors de l'armée et de la police. C'est les médecins, c'est les enseignants du primaire et c'est les enseignants de l'université. Donc on essaye progressivement de trouver des solutions. Et pour les médecins, je crois, il y a quand même eu des progrès dans les jours qui passent parce qu'on a mécanisé beaucoup, on m'a dit. Donc ne considérez pas que le gouvernement est de mauvaise foi. Non. Après leur échange à bâton rompu avec le ministre Muyaya Katimbui, le représentant du SINAMED ont déclaré que le porte-parole du gouvernement a été très attentif à leurs revendications. Il a accepté de porter notre voix au Conseil des ministres et nous pensons que notre voix sera désormais entendue. Cette organisation syndicale revendique l'admission sous statut de 10 000 médecins, l'alignement de plus de 6 000 médecins non bénéficiaires de la prime de risque de médecins, ainsi que la prise en compte de l'indemnité de transport et de logement.
Alors que certains s'emportent comme les médecins, les anciens combattants jubilent. Immense joie des invalides, retraités, blessés de guerre et orphelins militaires suite à l'augmentation de leur salaire. Ces derniers ont pris d'assaut les ministères de la Défense pour remercier le chef de l'État, Jojo Ndibou. L'augmentation substantielle du traitement de base des militaires, à cela s'ajoutent 31 000 militaires non retraités inactifs qui depuis 18 ans ont été catégorisés inactifs, sont désormais payés comme tous les autres en attendant leur mise à la retraite légale. Un rêve devenu réalité pour le retraité blessé de guerre, veuves et orphelins militaires qui ont pris d'assaut le ministère de la Défense nationale et anciens combattants sur l'avenue de la Gombe en vue d'exprimer leur reconnaissance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC et de la police nationale, et des remerciements au Premier ministre et toute leur gratitude au ministre de la Défense nationale pour la matérialisation de cette promesse. Sur place, c'est la vice-ministre de la Défense nationale qui a été à l'écoute de ces derniers qui ne sont pas venus même réduits. Ils ont apporté dans leur gibecière des présents. Merci beaucoup. Nous étions à l'intérieur avec les ministres, avec votre délégation. Le ministre aussi vous a remercié pour votre geste de reconnaissance. Et il a dit que d'ici le mois d'octobre, vous allez toucher votre salaire normal. Ému par ce geste, Séraphine Kilobo leur a fait savoir que c'est grâce au sens d'humanisme du président de la République que l'augmentation salariale des militaires a été rendue possible en vue de donner du courage à nos vaillants militaires. La question d'apatridie était au cœur des échanges entre la ministre d'État et le ministre de la Justice et une délégation du HCR, Rose Mutombo, a par la suite échangé avec l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo sur la coopération judiciaire entre les deux pays, nous dit Joseph Oscar Mbal dans ses reportages. Avec l'ambassadeur d'Italie en RDC, il était question de passer en revue l'état de la coopération judiciaire entre les deux pays. Concernant les cas de l'assassinat de son prédécesseur tué dans les périphéries de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, l'ambassadeur Alberto Petrangeli a par ailleurs remercié la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, pour la coopération assurée par les autorités judiciaires congolaises et de la police nationale pour élucider cet acte ignoble. D'autre part, un atelier technique sur l'adoption d'un plan pour l'amélioration du cadre juridique sur l'apatridie en RDC a ouvert ses portes sous les auspices de la ministre Rose Mutombo Kiese. C'était en présence du représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en RDC, Angèle Dikongwe Atanga. Mon institution, le Haut Commissariat pour les réfugiés, demeurera bien sûr aux côtés du gouvernement de la RDC et de ses partenaires pour l'atteinte de nos objectifs communs, visant à adopter un plan pour aider la République démocratique du Congo à adhérer aux conventions sur l'apatridie. Par ces assises, le gouvernement de la République a démontré la volonté, à travers le ministère de la Justice, de mettre en œuvre ses engagements visant à éradiquer l'apatridie d'ici à l'horizon 2024, en dotant la RDC d'un cadre juridique préventif des risques d'apatridie et protecteur des droits des apatrides. Et le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando, a procédé à la remise des certificats et du prix de l'excellence académique aux formateurs certifiés Peggy Mukunda et Raphaël Nzadi. De tous les horizons du pays, les agents et cadres des différents ministères, de la société civile, de l'administration et des secteurs privés viennent d'être primés. C'est après avoir participé au concours à la certification internationale des formateurs certifiés et scindés en 8 modules prioritaires par rapport aux réformes en cours dans notre pays et d'autre part du prix académique d'excellence pour les récipiendaires ayant achevé avec succès la formation dans le cadre du programme des bourses de Brugman dans les universités congolaises. Bébu Consigle. Si aujourd'hui nous sommes formés, c'est pour nous permettre d'aller sur terrain et aussi de réformer, de renforcer la capacité de l'administration de tous les cadres aussi dans les 145 territoires à travers les 8 modules de formation que nous avons reçus. Nous voulons que dans notre pays, qu'il y ait au moins beaucoup
déjà formés. Cette cérémonie à double couronnement saluée par les ministres d'État, ministre du Plan Christian Mwando Simba. Prenant en compte le rôle moteur et les responsabilités que les institutions d'enseignement supérieur et universitaire œuvrant en RDC sont appelées à jouer dans le développement du capital humain, le PRONAREC favorise la conjugaison des efforts entre les universités et les différents centres de formation continue placés au sein des institutions de l'enseignement supérieur et universitaire afin de répondre aux besoins de l'émergence et du développement durable de notre pays. Ces programmes de la BEBOUK qui contribuent à la promotion d'excellence de notre système éducatif a rencontré l'enchantement de la cellule nationale de renforcement des capacités à travers son coordonnateur adjoint. Les dommages exorbitants exigés aux entreprises de portefeuille et établissements publics lors des jugements iniques rendus dans les cours et tribunaux sont souvent insupportables. Le conseil juridique de ces entreprises dénonce cette pratique et plaide pour une résolution convenable. Un reportage signé Yolande Vokar. Cette procédure de jugement unique ne comportant qu'un seul magistrat qui condamne à des dommages exorbitants des entreprises du portefeuille établissement public a été dénoncée. Au cours de cette rencontre de conseillers juridiques de chaque entreprise membre de la NEP, il a été question de répertorier tout le cas récurrent de jugement unique prononcé dans les cours et tribunaux, condamnant des entreprises du portefeuille et établissement public en faveur de tierces personnes. Il y a des entreprises qui sont condamnées injustement à des dommages et intérêts exorbitants. Et vous pouvez imaginer que pour des cas simples, il y a la CVM, la SCTP, avec une entreprise qu'on dénomme AGEMI, qui devient un cas récurrent, vraiment que nous déplorons tous. Nous avons plusieurs cas de ces jugements iniques. Et récemment, vous avez suivi que la RVA a été condamnée à hauteur de 20 millions de dollars. Donc les dollars sont devenus comme des cacahuètes. C'est ce qui pose problème aujourd'hui. Nous avons invité les juridiques des entreprises pour qu'ensemble, nous puissions examiner, évaluer les causes de ces jugements iniques et faire en sorte que l'autorité soit sensibilisée pour qu'une solution soit trouvée quant à ce. Les conseillers juridiques des entreprises accompagnés par la NEP se proposent de mener un lobbying auprès du gouvernement. Dépistage et prise en charge de maladies cardiovasculaires chez les enfants. L'hôpital Diamant lance une campagne de dépistage gratuit, d'autant plus que ces maladies prennent une courbe ascendante chez les enfants. Un commentaire signé Cédric Kenina. Dans le souci d'apporter des solutions de soins de santé de qualité et durables aux enfants touchés par des maladies cardiovasculaires, le centre médical Diamant, à travers la fondation SEM Diamant, a organisé une série de consultations gratuites pour lutter contre ces fléaux qui touchent environ 39 000 enfants dès la naissance. Ces consultations se déroulent du 1er au 3 septembre ici à Kinshasa pour le docteur Nourine Tadjine. Les parents doivent faire attention lorsque l'enfant présente quelques problèmes respiratoires. Il y a des cas où il y avait deux enfants, un enfant de 13 ans, un enfant de 14 ans qui avaient été rejetés par l'Europe et le Canada parce qu'ils n'avaient pas été soignés quand il avait 1 an, parce qu'on travaille en partenariat avec Novik Cardiac Alliance. Et donc, malgré qu'ils ont des hypertensions pulmonaires, il a développé une technique qui nous permet de soigner de tels enfants aussi. Et c'est comme ça que c'est un apport supplémentaire au pays, parce que ce sont les médecins spécialistes du pays à qui on est en train d'enseigner à faire ces chirurgies qui sont les plus avancées du monde. Ces consultations permettront la sélection dans sa finalité des patients éligibles pour la campagne de chirurgie en fin septembre. La fondation SEM Diamant et la clinique Diamant sont établies au Canada depuis 1994 et offrent au centre de Kinshasa depuis 2013 des soins de santé de qualité selon un plateau technique digne de ce nom. Toujours dans ces secteurs, notre concert Malumbela nous fait revivre ce qui a été la cérémonie inaugurale d'un centre hospitalier dans la province du Sankoro. Suivez ce reportage.
Consacré pour la Fondation Ponzi, venir en aide aux femmes victimes de violences sexuelles sous toutes ses formes. Une équipe de médecins spécialistes de l'hôpital de Ponzi a été dépêchée dans la province de Sankourou. Après avoir fini les consultations des malades en collé, ces blouses blanches ont opéré avec succès les femmes souffrant des fistules, un lourd fardeau social. Elles étaient au nombre de 26. Décollés, ces médecins ont posé les équipements médicaux à l'hôpital général de référence de Lodja, où 15 autres femmes ont subi les opérations chirurgicales, au terme desquelles la Fondation Ponzi a remis à chacune d'elles les kits de dignité. Sourire aux lèvres, le bénéficiaire n'a pas tari d'éloges à l'endroit du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Nous tenons à remercier le docteur Denis Mukwege avec sa fondation qui a réduit les cas de fistules gynéco et urogénitales et digestives chez les femmes au Sankourou d'une manière générale et au territoire de Lodja de façon particulière. Pour les propriétaires de la fondation est animé d'une bonne volonté pour mettre en jeu ces moyens, tout ça afin que ces femmes soient réparées, nourries et ramenées chez elles. Et comme cette équipe vient pour la réparation gratuite, vraiment la population est très contente. Avant de quitter la province de Sankourou, où les besoins s'est fait sentir, une formation de renforcement de capacités de médecins locaux en fistule obstétricale a été sollicitée. Dr Denis Mukwege, qui sans relâche multiplie ses services humanitaires, va bientôt inaugurer dans la ville de Kinshasa une extension de l'hôpital de Ponzi. Dans la province du Nord Ubangui, le nouveau gouverneur a pris ses fonctions à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise. Reportage. C'est sous une pluie battante que s'est déroulée la passation du pouvoir entre le gouverneur intérimaire Oscar Oshobale Oyuzu et le gouverneur élu Malo Mobutu Ndimba. Dans le procès verbal lu par l'intérimaire, l'ensemble des défis auxquels sont confrontés la vie au quotidien dans la province du Nord Ubangui et le contexte de sa gestion ont été relevés. Entre autres, le délabrement des infrastructures routières, le fonctionnement de la régie financière avec la non-activation de certains actes générateurs de revenus et le recrutement des agents sur base de leur appartenance politique, mettant ainsi en péril la capacité de mobilisation et de canalisation des recettes au sein de cette régie provinciale. Cette cérémonie de remise et reprise, supervisée par Mme Hermine Poutou, inspectrice provinciale de la territoriale au Nord Ubangui, s'est déroulée en présence de quelques élus nationaux et de tous les répondants de services étatiques, para-étatiques et non étatiques du Nord Ubangui. Prenant la parole, le gouverneur Malo Mobutu Ndimba lance un message fédérateur. Je lance un appel pathétique à toutes les filles et à tous les fils du Nord Ubangui à se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions fédérer nos énergies en faveur de l'amélioration des conditions de vie de nos populations et le décollage de notre chère province, substance même du programme de mon gouvernement provincial. La tournée du président national Jean-Pierre Mbemba, membre de l'Union sacrée de la nation, dans l'espace Grand Équateur s'accompagne avec la moisson. Des adhésions sont enregistrées pour appuyer les leaders du Grand Équateur et soutenir la vision du chef de l'État. Redépendant pour les détails. Le président national du MLC, Mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, membre de l'Union sacrée de la nation, en pleine tournée dans l'espace Grand Équateur, ne manque pas d'enregistrer de nouveaux adhérents. Blaise Lompungu, ancien du MLC, qui depuis un certain temps a quitté le parti pour rejoindre l'envol de Sessanga. Ce 31 août marque une date historique pour son retour au Bécaye, le MLC, avec comme but soutenir la vision et les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo derrière son leader Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a décidé de mener ce combat politique aux côtés du président de la République. Nous avons quitté le MLC depuis 2011, puisque à l'époque, avec celui qui travaille avec moi, nous avions créé un parti politique que vous connaissez tous, qu'on appelle Envol. Et nous avons compris aujourd'hui qu'il était temps de rentrer à la maison, puisqu'on est mieux que chez soi. Nous avons évolué avec l'Envol comme parti politique. Nous avons compris qu'on ne mettait pas sur la même longueur d'onde. Et donc,
nous avons trouvé qu'au MLC où nous étions, on n'avait aucun problème. Nous sommes rentrés. Blaise Lumpungu, comme tous les autres membres adhérents, sont déterminés à mener ces combats politiques au sein du parti du chairman. C'est en présence de hauts cadres du MLC, notamment le secrétaire général Fidel Babala, assisté l'interfédéral l'honorable Guérengo, qui dit reste les autres accueillis à bras ouverts. Il s'est tenu à la cellule de l'Union pour la démocratie et le progrès social, section Bumbu, un atelier d'échange et de sensibilisation des militants et combattants de ces coins de la capitale sur la passation de marchés publics et procédure d'appel d'offres. Serge Mata pour les détails. La manifestation s'est déroulée en présence du ministre provincial de Kinshasa en charge du commerce et industrie, Osé Badi Bangatulumba. Au cours de cet atelier d'échange, il a été question de renforcer les capacités des participants, militants de l'IDPS Bumbu, sur les modalités de la passation des marchés, surtout sur les procédures d'appel d'offres dans les marchés publics. L'initiative visait à donner toutes les explications et informations nécessaires sur les appels d'offres, dont 27 pour les blocs pétroliers, pour les 3 blocs gaziers, lancés le 28 juillet dernier par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Question d'éviter toute spéculation et dissiper tout malentendu éventuel. Selon l'orateur du jour, ces 30 blocs vont à coup sûr booster l'économie nationale et créer des milliers d'emplois à la population congolaise, a-t-il expliqué. Ce qu'il faut retenir, que c'est la toute première fois en RDC que nous puissions avoir un appel d'offres pour le bloc pétrolier. Tout le temps que ce pays a existé, c'était des choses du genre de gré à gré. Il y avait des arrangements, mais pour le moment, le pays est aligné sur une procédure transparente, avec des critères déjà préétablis. On voit par là comment les chefs de l'État conduisent le pays dans la transparence. Nixon Ndingatito a bouclé sa séance de sensibilisation des militants de l'IDPS Bumbu par une différence entre une procédure transparente et les principes de l'appel d'offres ainsi que les marchés de gré à gré. Et voilà qui met fin à ce journal de Joseph Oscar Mbalkaï, réalisé par Yolande Voka et Discover Mpongo. Merveille Mikomo a concouru à sa rédaction. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur nos antennes.